You joyeux anniversaire. You juste 2 mots secs, griffonnés sur une carte sans nom, sans signature, sans chaleur. J'ai reconnu l'écriture aussitôt. Celle de mon fils, Pierre. 3 ans que je n'avais pas vu ses lettres. 3 ans que je n'avais pas entendu sa voix autrement qu'à travers les souvenirs. Et ce matin-là, à Orléans, dans ma petite maison silencieuse, c'est ainsi que son absence est revenue me heurter. Par un paquet posé devant ma porte, sans autre explication qu'une carte froide. Comme si je n'étais plus sa mère, mais une étrangère qu'il fallait contenter par obligation. J'ai ouvert lentement le colis. À l'intérieur, une bouteille de whisky, édition limitée. Splendide comme un bijou qu'on expose sous vitrine. Le verre captait la lumière du matin et brillait comme de l'or liquide. J'ai passé mes doigts sur le seau de cire, reconnaissant tout de suite qu'il s'agissait d'une bouteille rare, chère, sans doute choisie avec ostentation. Mais Pierre savait. Il savait que depuis mon infarctus, 3 ans plus tôt, l'alcool m'était interdit. Il était là quand le médecin m'avait expliqué la liste interminable de ce que je devais bannir, pour espérer vivre quelques années de plus. Et pourtant, c'est cela qu'il m'avait envoyé. Une tentation inutile, une provocation silencieuse. Je n'ai pas ouvert la bouteille. Pas même une seconde, je n'ai songé à y tremper mes lèvres. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, à côté de mon café tiède, et j'ai senti ce poids dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie, ni même de la nostalgie, c'était une lourdeur sourde. Un rappel brutal que mon fils et moi étions devenus étrangers. 3 Noëls sans lui, 3 anniversaires ignorés. Ah, et soudain, ce cadeau inutile. Le silence dans la maison était écrasant. J'ai pensé à Jean, mon mari disparu il y a 5 ans. Avec lui, le whisky avait été un rituel tendre, une gorgée partagée le dimanche soir sur la terrasse. Quand les cigales se taisaient et que la nuit descendait doucement, nous levions nos verres à la vie simple que nous avions, bâtie à nos enfants qui pensions à nous resteraient fidèles. Aujourd'hui, je me retrouvais seul, avec cette bouteille comme une ironie cruelle. L'image de Robert m'est venue en tête. Robert, le père de ma belle-fille, un homme droit, généreux, si, toujours prêt à rendre service sans jamais attendre quelque chose en retour. Quand une tempête avait arraché des tuiles de mon toit, c'est lui qui, sans qu'on le lui demande, avait sorti son échelle et réparé les dégâts. C'est un homme de valeur, de ceux qu'on croise de moins en moins. Si quelqu'un méritait un cadeau, c'était bien lui. Et l'idée de laisser ce whisky prendre la poussière sur une étagère chez nous, moi, m'était insupportable. Alors, dans l'après-midi, j'ai mis la bouteille sur le siège passager de ma vieille Clio. Le soleil d'octobre peignait la campagne d'une lumière ambrée, les champs labourés s'étendaient comme des draps froissés. Et je roulais en silence, serrant le volant. Je suis arrivé devant sa maison. Une demeure claire avec une véranda accueillante, plantée sur les hauteurs d'un petit faubourg d'Orléans-Pointe. Robert est sorti, les mains encore couvertes de sueur, son éternel sourire accroché au visage. « Mais oui, mes enfants, qu'est-ce que c'est que ça ?» You a demandé en voyant la bouteille. « Oui, c'est de la part de Pierre You. » ai-je répondu simplement. « Ouais, je ne peux pas la boire. » Alors j'ai pensé que toi, You, ses sourcils se sont levés. « Toi, Pierre, t'as offert ça ?» You, j'ai hoché la tête. Il a pris le temps de lire l'étiquette, de caresser du pouce les lettres dorées. « Oui, c'est une sacrée bouteille, tu sais. You, alors garde à la ouvre-la ce soir, fais en un souvenir. Elle vaut mieux entre tes mains qui. À dormir sur une étagère chez moi, You. » Il a souri largement, presque ému, et m'a serré l'épaule. « Tu es merci, vraiment. You, j'ai senti que j'avais fait le bon choix. » Mais en repartant, un doute a commencé à ronger le silence de l'habitacle. Pourquoi Pierre m'avait envoyé ce cadeau, lui qui ne donnait plus de nouvelles, lui qui savait mes interdits médicaux? Était-ce à ce une maladresse, une provocation, ou autre chose que je n'osais pas encore nommer? Le soir, alors que je rangeais les assiettes de mon dîner solitaire, le téléphone a sonné. Le son a résonné dans la maison comme un écho venu d'un autre temps. J'ai décroché.
Yue maman Yu, a dit une voix que je n'avais pas entendue depuis 3 ans. Pierre. Mon cœur s'est serré. Tui Wei Yu. Ai-je soufflé. Yue joyeux anniversaire Yu. A-t-il ajouté, un peu trop tard, trop froidement. Toi tu as reçu mon cadeau. Yue. Oui Yu. Ai-je dit. Toi une belle bouteille. Yu. Un silence lourd a traversé la ligne. Puis il a demandé d'une voix plus tendue. Tu l'as ouverte? Yu. Yui non. Je l'ai donnée à Robert. Yu. Un souffle lent, presque calculé, a franchi le combiné, puis plus rien. Il avait raccroché. Je suis resté là, le combiné encore chaud contre mon oreille. Une inquiétude glaciale s'est insinuée en moi. Sa réaction n'avait rien de celle d'un fils qui voulait faire plaisir. C'était la réaction de quelqu'un qui venait de perdre quelque chose. Et à cet instant précis, je n'ai plus su si j'avais offert un cadeau ou transmis un danger. Si vous étiez à ma place, auriez à vous accepter ce cadeau d'un fils qui vous a oublié pendant 3 ans? Ou l'auriez à vous refuser, même au risque de fermer définitivement la porte? Dites à moi dans les commentaires vos sentiments. Votre avis m'aidera à ne pas me sentir si seul ce soir. Et la nuit qui suivit cet appel me fut impossible à apprivoiser. Je me suis couché mais le sommeil n'est pas venu. Les aiguilles de l'horloge du salon frappaient comme des coups de marteau. Et chaque craquement du bois de la maison résonnait comme une menace. Les mots de Pierre tournaient dans ma tête. Obsédant. Yue, tu l'as ouverte. Yu, ce n'était pas une simple curiosité. C'était une insistance, presque une vérification. Comme s'il attendait un résultat. Au matin, je me suis levé avec la gorge serrée. J'ai tenté de me convaincre que j'exagérais, que je lisais trop dans ces silences. Après tout, les rancunes familiales peuvent déformer la réalité. Mais quelque chose, au fond de moi, refusait de se taire. Cette bouteille, ce cadeau somptueux et inutile, avait une odeur de piège. Je me suis installé devant la fenêtre de la cuisine, le café refroidissant entre mes mains. Quand le téléphone a sonné de nouveau, cette fois, ce n'était pas Pierre. C'était Linda, l'épouse de Robert. Sa voix tremblait. Hier, il est à l'hôpital, Yu m'annonça à TAL. Tué ce matin, il s'est effondré. Il pense à une intoxication. J'ai senti mon cœur se figer. Toi, intoxication, mais il allait bien hier soir. Yu, oui, parfaitement bien. Nous avons bu un verre de ce whisky, il était heureux. Et ce matin, il n'arrivait plus à respirer. Yu, mes yeux se sont posés sur la place vide de ma table, où la bouteille avait reposé quelques heures avant que je ne la transporte chez Robert. Mon souffle s'est coupé, c'était impossible, et pourtant, au fond, je le savais. Rien n'est innocent quand l'intuition d'une mère hurle. Je n'ai rien répondu à Linda, sinon quelques mots banals. Tiwei, je passerai voir Robert. Yo, ma voix n'était qu'un souffle. Après avoir raccroché, je suis resté figé dans la cuisine. La lumière d'octobre, pâle et froide, me semblait étrangère. Comme mu par une force obscure, j'ai fouillé la poubelle. Là, au fond du sac, j'ai trouvé un petit flacon en plastique. Sans étiquette, avec une fine poussière blanche collée aux parois. Je ne me souvenais pas l'avoir vu. Encore moins l'avoir jeté. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert le réfrigérateur, et mes yeux sont tombés sur un bocal en verre dans lequel j'avais versé, presque machinalement, un fond de whisky avant de l'apporter chez Robert. Je ne sais pas pourquoi je l'avais gardé, peut-être une habitude, peut-être une méfiance inconsciente. Ce reste devenait soudain une pièce capitale. Je n'avais pas beaucoup d'amis sur qui compter, mais il y avait Gérard, un ancien camarade de mon mari. Vétérinaire à la retraite, il avait conservé un petit laboratoire pour ses analyses. C'est à lui que j'ai pensé. J'ai téléphoné. Ma voix tremblait quand j'ai dit « Yubi, j'ai besoin que tu examines quelque chose pour moi, c'est urgent et discret. Yue, il n'a pas posé de questions. Tu es pas ce soir. Yu. » Toute la journée, j'ai marché dans la maison comme une âme en peine. Chaque pas résonnait comme dans un tombeau. Mes pensées se bousculaient. Mon fils, mon propre fils. Aurait-il osé? Puis une autre question, plus glaçante encore. Et si Robert meurt, ce sera par ma main. Parce que c'est moi qui ai apporté cette bouteille. À la tombée du jour,
J'ai conduit jusqu'à la maison de Gérard. Ses volets portaient encore l'odeur du désinfectant. Souvenir d'une vie entière passée à soigner bêtes et hommes. Il m'attendait déjà, en blouse tachée, l'air grave. J'ai sorti le bocal, l'étendu comme on tend une bombe. Yui, ne me demande rien, Gérard. Dis à moi seulement ce qu'il y a dedans. Il a hoché la tête, m'a pris l'échantillon et a disparu dans son petit laboratoire. Je suis resté dehors, assis sur une chaise branlante, à fixer le crépuscule. Les minutes se sont étirées, interminables, jusqu'à ce qu'il revienne, le visage fermé. You ate snake root, you dit-il d'une voix basse. J'ai cligné des yeux. You ate une plante toxique, rare, mais mortelle en infusion ou en extrait, à forte dose. Elle provoque des troubles cardiaques sévères. Pour quelqu'un comme Robert Bill, qui a déjà un pacemaker, c'est presque une condamnation. Yue. Je n'ai rien répondu. Le silence a été mon seul refuge, mais en moi, une certitude s'est gravée. Ce cadeau n'était pas un cadeau. C'était une arme. En reprenant le volant pour rentrer, j'ai senti mes mains crispées contre le cuir, usées. La ville d'Orléans s'étendait devant moi, indifférente, ses rues tranquilles, ignorant la guerre qui se livrait dans ma poitrine. J'ai repensé à Pierre, à sa voix lors de l'appel « Tu l'as ouverte ?» Yo non, ce n'était pas l'inquiétude d'un fils. C'était la vérification d'un bourreau. À la maison, j'ai pris une feuille et un stylo. J'ai tracé 2 colonnes. À gauche, ce que je sais. À droite, ce que je peux prouver. Sous savoir, j'ai écrit « Pierre a envoyé la bouteille ». Robert est tombé malade juste après. Flacon suspect trouvé sous preuve, seulement échantillon analysé par Gérard. Le fossé entre les 2 colonnes était un gouffre, mais c'était un début. J'ai rangé le bocal dans une boîte métallique avec l'étiquette « Ne pas jeter ». Puis je me suis assise dans le noir, les mains posées sur mes genoux. Je savais qu'un pas terrible venait d'être franchi. Je ne regardais plus mon fils comme mon enfant perdu, mais comme un danger. Et ce danger avait déjà laissé une victime derrière lui. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le goût du métal dans la bouche. J'avais à peine dormi, et pourtant mon corps était parcouru d'une énergie sombre, comme si chaque battement de cœur répétait la même phrase « Il a voulu te tuer ». Le téléphone a sonné de nouveau. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé l'écran, un numéro inconnu. La voix, quand j'ai décroché, m'a glacé. « Madame Dalton, ici l'hôpital de la Source. Votre ami Robert est toujours en soins intensifs. Les médecins suspectent un empoisonnement d'origine végétale. » Je n'ai pas pu répondre. Mes doigts serraient le combiné, comme si c'était un morceau de bois pour ne pas couler. Après avoir raccroché, je suis resté immobile de longues minutes. Le silence de la maison me hurlait aux oreilles. Puis j'ai rassemblé mes affaires et je suis sorti. J'avais besoin de voir Robert. De voir de mes yeux ce que cette bouteille avait fait. À l'hôpital, l'odeur stérile m'a frappé de plein fouet, ce mélange de désinfectant et de café brûlé. La chambre était au bout d'un couloir blafard. Quand j'ai franchi le seuil, Linda, sa femme, était assise près du lit, les mains serrées sur un chapelet. Robert était étendu, pâle, branché à des machines qui surveillaient son cœur. Ses yeux s'ouvraient par moments, puis se refermaient aussitôt, comme si chaque respiration était une victoire. Linda m'a vu et s'est levée. « Choué, merci d'être venu. » Sa voix était à peine un souffle. Je n'ai pas osé lui dire que c'était moi qui avais apporté la bouteille. Pas encore. C'était une vérité trop lourde à déposer dans ses mains déjà crispées par la peur. J'ai pris la main de Robert. Elle était froide mais vivante. « Tiens bon jeu » ai-je murmuré. En moi, un nœud de culpabilité et de rage se serrait. Quand je suis sorti dans le couloir, j'ai appelé Gérard. Je lui ai demandé s'il pouvait mettre ses résultats sur papier. En faire un rapport. Tu es bien sûr TAID. Tu dois comprendre ce genre de toxine. Ça ne s'obtient pas par hasard. C'est préparé, calculé. Préparé, calculé. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un verdict. En rentrant chez moi, je me suis arrêté devant ma porte d'entrée. Une sensation étrange m'a parcouru.
comme si l'air lui-même avait été déplacé en mon absence. J'ai poussé doucement la porte. Tout paraissait normal. Et pourtant, en regardant de plus près, j'ai remarqué une fine éraflure sur la plaque métallique de la serrure, une marque minuscule, récente. Quelqu'un avait introduit une clé. Mon ventre s'est serré. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient déjà eu des doubles des clés. Mon mari, aujourd'hui mort, et Pierre, quand il vivait encore sous ce toit. J'ai senti une sueur glacée perler dans mon dos. J'ai refermé et verrouillé, puis je me suis dirigé vers la cuisine. La boîte métallique où Joe avait rangé le reste de whisky et le flacon était toujours là. Mais j'avais la conviction intime que quelqu'un avait tenté d'y accéder. Je n'ai plus hésité. J'ai appelé la police. On m'a passé un inspecteur, un certain Renaud, voix calme et méthodique. Je lui ai expliqué en détail le cadeau, la réaction de Pierre, l'intoxication de Robert, l'analyse de Gérard. La serrure marquée. Un long silence a suivi. Puis il a dit « Toi, madame, ce que vous me décrivez est grave. Gardez précieusement le bocal et le flacon. Nous allons ouvrir une enquête préliminaire. Mais surtout, ne confrontez pas votre fils seul. You. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ne confrontez pas votre fils seul. Comme si Pierre n'était déjà plus vraiment mon fils, mais un suspect, un danger. J'ai raccroché et je me suis assise. Le crépuscule tombait derrière les vitres. Et je me suis surprise à allumer toutes les lumières de la maison comme une vieille superstition pour chasser les ombres. Pourtant, je savais que les ténèbres ne venaient pas de l'extérieur. Elles étaient déjà dans ma famille. Un souvenir m'a traversé, cruel. Pierre enfant, une soirée d'hiver, assis au coin du feu avec son père. Il riait aux éclats, un rire pur, un rire que j'aurais voulu graver à jamais. Comment ce petit garçon avait-il pu devenir cet homme qui m'offrait du poison pour mon anniversaire? Où s'était brisée la chaîne d'amour entre nous? Je n'avais pas de réponse, seulement ce vide béant dans ma poitrine. Avant d'aller me coucher, j'ai sorti un vieux carnet, celui que je gardais depuis la mort de mon mari, pour noter mes pensées. J'ai écrit d'une écriture tremblée. Si demain je ne suis plus là, c'est que mon fils aura réussi là où il a échoué. Aujourd'hui, j'ai refermé le carnet et l'ai glissé sous mon oreiller. Je me suis allongé sans éteindre la lampe. Les murs semblaient respirer autour de moi. Et j'ai su, d'une certitude glaciale, que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Les jours suivants se sont enchaînés dans une brume de peur et d'attente. Chaque matin, je me levais avec la gorge serrée. Chaque bruit dans la maison me paraissait suspect. Chaque appel téléphonique me glaçait d'avance. Pourtant, je savais qu'il fallait tenir, garder la tête claire. J'avais en moi une conviction. Si je laissais la peur me dominer, Pierre aurait déjà gagné. L'hôpital m'appelait régulièrement. Robert luttait. Les médecins parlaient de toxines végétales, de troubles cardiaques sévères, mais il était vivant. Ce mot, vivant, était devenu ma seule consolation. Quand je passais le voir, il serrait faiblement ma main, et ses yeux disaient ce que ses lèvres ne pouvaient pas. Je compte sur toi pour découvrir la vérité. De retour chez moi, je notais tout. Chaque appel, chaque détail, chaque intuition. Mon cahier se remplissait de colonnes de dates et de faits. D'un côté, ce que je savais. De l'autre, ce que je pouvais prouver. Plus j'écrivais, plus l'écart entre les deux se réduisait. Mais il restait béant sur un point. Je n'avais pas encore de preuves directes reliant Pierre au poison. Seulement des indices, des silences, des soupçons. C'est alors que Gérard m'a rappelé, sa voix grave, tendue. Et oui, j'ai refait les tests 3 fois. Le whisky contient bien du White Snake Root et a une concentration telle qu'il est impossible de parler d'accident. C'est précis, calculé. You. Ces mots m'ont transpercé. Précis, calculé. C'était la preuve que je redoutais et que j'espérais en même temps. Le soir même, l'inspecteur Renaud est venu chez moi. Un homme d'une 50aine d'années, regard perçant mais voix posée. Il a inspecté la serrure, photographié la fine éraflure, noté tout ce que je lui ai dit. Sur ma table, je lui ai montré le bocal de whisky, le flacon trouvé dans ma poubelle, le rapport de Gérard.
Il a posé des gants, observé longuement, puis m'a dit « Oui, madame, il faut être lucide. Si c'est bien votre fils qui est derrière tout cela, il s'agit d'une tentative d'empoisonnement. La loi française est claire. Nous parlons ici d'un crime, puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour l'instant, nous devons rester discrets. You. » Je l'ai écouté en silence, le cœur battant. Le mot crime sonnait comme une cloche funèbre dans ma maison. Après son départ, je me suis assise dans l'obscurité. Et là, j'ai pris ma décision. J'avais passé ma vie à protéger ma famille, à tout sacrifier pour eux, même après la mort de mon mari. Mais il n'était plus question de subir. J'avais assez souffert. Si mon propre fils avait décidé de me réduire au silence, alors c'était à moi de parler, d'agir, de survivre. J'ai commencé à préparer méthodiquement ma riposte. Le lendemain, je suis allé discrètement chez un notaire d'Orléans, maître Delmas, que je connaissais depuis des années. J'ai pris rendez-vous sous prétexte de mettre de l'ordre dans mes papiers après le décès de mon mari. Dans son bureau clair au mur tapissé de dossiers, j'ai demandé la rédaction d'un Nouveau Testament. Je lui expliquai que certains biens, la maison, mes économies, une petite parcelle héritée de mes parents, devaient être placés sous conditions strictes. J'ai insisté pour que Pierre n'apparaisse nulle part. Tout devait être protégé. Le notaire m'a observé un instant, surpris par ma fermeté. Vous êtes sûr de vouloir l'exclure totalement? Yo. J'ai soutenu son regard. Oui, définitivement. En sortant, un vent froid d'automne balayait les rues d'Orléans. Je marchais d'un pas lent, mais en moi brûlait une résolution nouvelle. L'après-midi, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre agence, loin de celle où Pierre avait encore accès à certains relevés familiaux. J'y ai transféré une partie de mes économies. Chaque geste était réfléchi, chaque signature appuyée. Je me bâtissais une forteresse, pierre après pierre, mais une forteresse silencieuse. Le soir, j'ai rangé tous les papiers dans une boîte ignifuge à côté du carnet où j'avais noté mes observations. Sur la couverture du carnet, j'ai écrit au marqueur « Ne pas détruire », à remettre à la police si je disparais. En refermant le couvercle, j'ai senti pour la première fois depuis des jours un souffle de contrôle. Pourtant, la douleur demeurait. Dans le reflet de la fenêtre, je voyais mon visage marqué par l'âge et par la trahison. Je me souvenais encore du petit garçon qui était Pierre, celui qui courait dans le jardin avec un ballon. Celui qui me disait « Ouais maman, regarde », avec des yeux brillants. Où était passé cet enfant? Comment s'était-il transformé en cet homme capable de glisser du poison dans une bouteille? Je n'avais pas de réponse, seulement cette conviction froide. Désormais, il fallait que justice se fasse. Je me suis couché tard ce soir-là, une lampe allumée, le carnet sous l'oreiller. Mon esprit ne cessait de répéter les mêmes mots. Je ne serai plus jamais victime. Je ne serai plus jamais son silence. Et dans cette promesse murmurée à moi-même, j'ai senti naître la première étincelle de ma vengeance. La semaine suivante fut une succession de nuits blanches. Je passais mes journées à l'hôpital, au chevet de Robert. Puis mes soirées, à classer des papiers, à relire mes notes, à vérifier 10 fois les serrures. J'avais l'impression d'être redevenu une élève appliquée, préparant un examen dont l'échec signifierait ma mort. Un matin, alors que je buvais mon café froid devant la fenêtre, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Reynaud. Sa voix, comme toujours, était posée. « Madame, nous avons obtenu les premiers résultats de laboratoire. Le contenu du bocal confirme la analyse de votre ami vétérinaire. C'est bien du white snake root, une plante extrêmement toxique. Vous comprenez ce que cela signifie? » Je n'ai pas répondu. Il le savait. Ce que je comprenais, c'est que la justice avait désormais une base solide. Ce n'était plus un simple soupçon d'une mère. C'était une preuve. « Et nous allons continuer, » reprit Aïl. « Mais je vous demande une chose, si votre fils vous contacte, ne répondez pas. Notez tout. Gardez chaque message, nous aurons besoin de ces éléments. » J'ai promis, et j'ai raccroché. Le soir même, comme s'il avait deviné, Pierre a appelé.
Le téléphone a vibré longtemps sur la table. J'ai laissé sonner, puis un message vocal est arrivé. Sa voix était plus dure que jamais. « You maman, pourquoi tu fais ça? Tu compliques tout, tu aurais dû garder la bouteille. » « Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais rien compris, yo. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris un carnet, j'ai recopié mot pour mot, puis j'ai glissé la feuille dans la boîte ignifuge. Chaque phrase de lui devenait un clou dans le cercueil de sa défense. Quelques jours plus tard, je suis retourné voir le notaire. J'ai finalisé le testament. Tout était clair. Ma maison, mes biens, iraient à une fondation locale ainsi qu'à ma petite-fille Claire, la fille de ma fille aînée. Elle seule, dans cette famille déchirée, restait mon rayon de lumière. Pierre n'hériterait de rien, pas même d'un souvenir. Maître Delmas m'a tendu les papiers à signer. En posant ma plume, j'ai senti quelque chose en moi se libérer. Comme si je reprenais la main sur mon destin, moi qui avais si longtemps cédé aux caprices des autres. Le lendemain, une pluie fine tombait sur Orléans. J'ai décidé d'aller à la banque pour transférer le reste de mes économies. Là encore, je voulais m'assurer qu'aucun accès ne pourrait être détourné. Le conseiller m'a regardé avec étonnement. « Vous êtes prudente, madame. » J'ai souri faiblement. « Tuer la prudence, c'est ce qui me garde en vie. » Quand je suis rentré, la boîte aux lettres contenait une enveloppe anonyme. À l'intérieur, une photo. Ma maison prise de nuit depuis la rue. La lumière du salon brillait, mais aucune silhouette n'apparaissait. Au dos, quelques mots tracés au feutre. « Thierry, je sais que tu m'espionnes. » Mes mains se sont glacées. C'était Pierre. Il avait été là devant chez moi à observer. J'ai immédiatement téléphoné à Renaud. Il a promis d'envoyer une patrouille et de récupérer la photo. Mais au fond de moi, je savais. Cette guerre n'était plus seulement silencieuse, elle devenait frontale. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai installé une chaise dans le couloir face aux deux portes de la maison. J'ai gardé la lampe allumée et la boîte ignifuge serrée contre moi comme un trésor. Mes pensées tournaient sans relâche. Je me disais que je n'étais plus simplement une mère trahie. J'étais une veuve qui, après des années de sacrifice, avait choisi de survivre. Et dans cette maison devenue bunker, une idée grandissait. Ce n'était pas seulement à la police d'agir. Moi aussi, je devais construire ma vérité, pièce par pièce, pour que plus jamais personne ne puisse me réduire au silence. Au petit matin, les premières lueurs d'octobre entraient par les rideaux. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit ces mots en grosses lettres. Je ne suis plus victime. Je suis témoin, je suis actrice et bientôt je serai juge de ma propre histoire. J'ai reposé le stylo, le cœur battant. Je venais de franchir une ligne invisible, la décision d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Les jours qui suivirent furent emplis de gestes calculés, de démarches précises, comme si ma vie entière se réduisait à une succession de preuves à rassembler et de verrous à renforcer. Chaque matin, je commençais par vérifier les serrures, puis je notais dans mon carnet les appels reçus. Les moindres détails suspects. Je n'étais plus seulement une mère meurtrie. J'étais devenue une enquêtrice de ma propre survie. L'inspecteur Renaud passa chez moi un jeudi après-midi. Il avait ce visage calme de ceux qui savent déjà que la tempête ne signe. Fait que commencer. Assis à ma table, il écouta mes notes, examina la photo laissée dans ma boîte aux lettres, et dit seulement « Bien, madame, nous allons déposer une requête auprès du juge d'instruction. Nous avons déjà assez pour ouvrir une enquête. » Formel, ces mots lourds me firent frissonner. Une enquête formelle. Ce n'était plus un simple soupçon maternel. C'était la justice française qui s'en mêlait désormais. Dès le lendemain, je suis retourné au cabinet du notaire. Je voulais ajouter une clause en cas de décès suspect. Tous mes biens devaient être automatiquement bloqués et aucune main de ma famille ne pourrait y toucher tant que lui. Enquête ne serait pas close. J'ai insisté pour que ce soit enregistré immédiatement. Maître Delmas me regarda longuement, comme s'il comprenait que derrière mes rides et mes mains tremblantes, il y avait une volonté de faire. « Ah non,
Puis je pris une décision encore plus radicale, vendre une partie de mes terres familiales. Héritage que Pierre convoitait depuis longtemps. J'ai signé les documents en silence, sachant que la vente serait bientôt conclue. L'argent irait directement sur un compte sécurisé, inaccessible à qui que ce soit d'autre que moi. Dans le même temps, je préparais ce que j'appelais mon Toei dossier noir You. Une chemise épaisse dans laquelle je rangeais toutes les copies de mes carnets. Les messages vocaux de Pierre transcrits mot pour mot, les analyses de Gérard, le rapport de l'hôpital. Chaque pièce était datée, numérotée. Je savais que le jour viendrait où ce dossier serait mon arme la plus puissante. À l'extérieur, je feignais la normalité. Je saluais mes voisines, je faisais mes courses au marché d'Orléans comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, j'étais en état de siège permanent. Chaque sourire que j'offrais cachait une stratégie. Chaque pas que je faisais était un calcul. Un soir, en rentrant de la pharmacie, je remarquai un détail glaçant. La petite ficelle que je avais discrètement placée au bas de ma porte avait été déplacée. À peine, mais assez pour que je le voie. Quelqu'un était entré. J'ai inspecté chaque pièce lentement avec une lampe torche. Rien n'avait disparu, mais le simple fait que ma maison ait été foulée par des pas étrangers me donna la nausée. J'ai immédiatement téléphoné à Renault. Il m'a conseillé d'installer un système d'alarme provisoire. Le lendemain, j'ai acheté 2 verrous supplémentaires et de petits dispositifs sonores qui hurlaient dès qu'une porte s'ouvrait. C'était rudimentaire, mais suffisant pour m'avertir. Je les ai collés moi-même, vis par vis, comme une vieille soldate barricadant sa tranchée. Et puis il y eut ce soir où le téléphone sonna encore. La voix de Pierre, froide, presque douce. « Yewéman, tu compliques tout. Si tu continues, ce sera pire pour toi. You. » Je n'ai pas répondu, je n'ai pas crié. J'ai simplement noté ces paroles, noir sur blanc. Et j'ai ajouté la page au dossier noir, car je savais qu'un jour, cette phrase résonnerait dans une salle d'audience. Ah, dans le silence de la nuit, je suis resté assis à ma table, le dossier devant moi, la lampe éclairant mes rides profondes. Et j'ai compris que ce chemin n'avait plus de retour possible. Je n'étais plus dans l'ombre de ma famille. J'étais la gardienne de ma propre justice. À cet instant, une paix étrange m'a envahi. Je n'avais plus peur de Pierre. Non, désormais, c'était lui qui devait craindre, parce que chaque pas que je faisais me rapprochait du moment où son masque tomberait seul. Et ce jour-là, ce serait moi qui resterais debout. Le piège se referma le jour où la police me rappela pour me prévenir. Une perquisition avait été autorisée chez Pierre. Je me souviens encore de ce matin d'automne, où le brouillard couvrait les rues d'Orléans comme un voile de cendre. J'avais le cœur lourd, mais une conviction implacable. Enfin, la vérité allait s'imposer. L'inspecteur Renault m'avait prévenu. « Tewé ne venez pas, madame. Nous devons agir seuls. » Yo, mais je connaissais mon fils. Je savais qu'il garderait son masque jusqu'au bout, qu'il feindrait l'innocence avec le sourire qu'il avait toujours utilisé pour séduire et manipuler. Je n'ai pas résisté. Je me suis installé discrètement à quelques rues de chez lui, garé dans ma vieille Clio. Le moteur coupé, les mains serrées sur le volant. Lorsque les voitures de police se sont avancées, j'ai senti mes tripes se nouer. J'ai vu Pierre sortir sur le pas de sa maison, vêtu d'un simple pull gris. De loin, il paraissait calme, presque détaché, mais je savais lire son visage. Derrière ce calme, ses yeux lançaient des éclairs. Il était acculé. Les agents sont entrés. Le temps a semblé s'étirer. J'imaginais les tiroirs ouverts, les cartons déplacés, les étagères fouillées. Mon cœur battait au rythme des secondes. Puis j'ai vu un officier ressortir avec un sac transparent. Même à distance, j'ai reconnu la forme. Un autre flacon semblable à celui qu'il m'avait envoyé. Renault est sorti à son tour, s'arrêtant un instant dans la rue, et son regard croisa le mien. Il secoua légèrement la tête, comme pour me dire « Vous n'auriez pas dû venir, mais vous voyez. » Le soir même, il m'appela. Sa voix était plus grave que jamais. Yo et nous avons trouvé plusieurs bocaux contenant des racines séchées, ainsi qu'un cahier de notes.
Les analyses préliminaires confirment du White Snake root. Les pages du carnet contiennent des calculs de dose. Des initiales parmi elles, FDU. Je n'ai pas eu besoin qu'ils traduisent. FD Françoise Dalton. Moi, mon nom, réduit à 2 lettres. Inscrit à côté de chiffres froids qui indiquaient combien de poison il aurait fallu pour que mon cœur s'arrête. Je suis restée silencieuse longtemps, puis j'ai demandé Tiwei et Robert, You. You et son nom apparaît aussi, avec un triangle, signe de dose réduite. You. Ces mots m'ont transpercé. Ce n'était plus un doute, plus une supposition. Mon fils avait planifié ma mort. Et celle d'un autre homme, simplement parce qu'il se trouvait sur son chemin. Les jours suivants furent un théâtre étrange. Pierre fut convoqué, interrogé, relâché sous contrôle judiciaire en attendant les résultats définitifs. Sa femme, Lia, m'appela en larmes. Elle n'osait plus dormir sous le même toit. Elle avait découvert dans le garage de petits pots étiquetés de sa main. Des recherches sur Internet concernant les poisons. Elle avait déjà tout transmis à la police. Et moi, j'attendais. Je ne me cachais plus derrière des illusions. J'avais vu son vrai visage. Celui d'un fils qui n'était plus mon enfant, mais un homme prêt à tout pour posséder, contrôler, détruire. Puis vint l'affrontement. Un après-midi, alors que je rentrais du marché, je l'ai trouvé devant ma porte. Il m'attendait, main dans les poches, le sourire figé. « Yui, tu me fais du mal, maman. » Yoate a dit d'une voix basse. « Tu crois les autres plus que moi? » You. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai pas cédé. « Ce ne sont pas les autres, Pierre. Ce sont les faits. Tu as écrit mon nom, tu as voulu ma mort. » You. Il a cligné des yeux, surpris par ma fermeté. Puis il a ricané, ce rire sec que je ne lui connaissais pas enfant. « Yui, tu crois vraiment que tu peux me détruire? Toi? You. » J'ai ouvert ma porte sans répondre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ce n'est pas moi qui te détruis, Pierre. C'est toi à même, You. » Je suis entré et j'ai refermé lentement, laissant le verrou claquer comme une condamnation. Le soir même, j'ai déposé officiellement mon dossier noir au commissariat. Tous mes carnets, les messages, la photo, les notes du notaire, les preuves bancaires. Je voulais que plus rien ne repose seulement sur mes épaules. Je voulais que même si demain je disparaissais, la vérité survive. Quand je suis rentré, un étrange calme m'a envahi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'une traite. Parce que je savais, le piège s'était refermé. Pierre ne pouvait plus échapper à la lumière crue de la justice. Et moi, dans ma solitude de veuve, je n'étais plus la mère humiliée. J'étais devenue la femme qui avait refusé de mourir en silence. L'arrestation de Pierre bouleversa tout l'équilibre familial. Jusqu'alors, certains de mes proches avaient refusé de croire mes soupçons. Mes filles, notamment, me reprochaient une sévérité ancienne envers leur frère. « Tu exagères, maman Yu », m'avait-elle dit à plusieurs reprises. Ah, comme si une mère pouvait inventer une telle histoire. Mais lorsque la police confirma officiellement la présence du poison dans le whisky et présenta les carnets retrouvés, le doute ne fut plus possible. À partir de ce jour, les langues se délièrent. Lia, ma belle-fille, se rendit au commissariat et remit des captures d'écran de recherche faites par Pierre sur son ordinateur. Toxine végétale You. Yoïdose mortelle pour insuffisant cardiaque You. Comment masquer l'amertume d'un poison dans l'alcool You. Les preuves s'accumulaient. Dans la maison familiale autrefois bruyante de repas partagés, il ne resta que le fracas des disputes. Mes filles se déchiraient. L'aînée refusait d'admettre que son frère avait voulu tuer. La cadette éclatait en sanglots, accusant son frère de trahison. Je restais silencieuse, spectatrice d'un chaos que je n'avais pas choisi, mais que je voyais venir depuis longtemps. Les rancunes enfouies remontaient à la surface. L'argent, l'héritage, les rancunes d'enfance, tout devenait prétexte à régler des comptes. Robert, de son côté, reprenait lentement des forces. À l'hôpital, il m'avait serré la main. « Tu n'es pas responsable. » Mais je savais qu'une partie de la culpabilité resterait à jamais dans mon cœur. C'est moi qui avais porté cette bouteille chez lui. Si la chance n'avait pas
voulu que je conserve un fond de whisky dans un bocal, nous n'aurions peut-être jamais su. Dans la ville d'Orléans, la nouvelle circulait. Une rumeur d'empoisonnement, un fils contre sa propre mère. Un homme de bonne famille soupçonné d'un crime impardonnable. Les voisins me regardaient avec des yeux, tantôt compatissants, tantôt méfiants. Je sentais leurs murmures derrière mon dos lorsque je passais au marché. Certains chuchotaient que j'exagérais pour écarter mon fils de l'héritage. D'autres me disaient à voix basse « Toi, vous êtes courageuse, madame. You ». La fracture familiale s'accentua le jour où Pierre fut placé en détention provisoire. Ah, ce fut comme si une digue cédait. Ses sœurs cessèrent de se parler. Sa femme annonça qu'elle demanderait le divorce. Même ses anciens amis, ceux qui venaient autrefois boire un verre chez lui, s'éloignèrent. Le nom Dalton, jadis respecté dans le quartier, devint synonyme de scandale. Moi, je restais en retrait. J'avais appris à observer, je notais tout, dans mon carnet. Je consignais non seulement les faits de l'enquête, mais aussi les réactions de chacun. Parce que je savais, dans ce genre d'histoire, la vérité ne détruit pas seulement le coupable. Elle éclaire toutes les failles, toutes les lâchetés, tous les mensonges. Pan. Un soir, Linda, l'épouse de Robert, vint me voir. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais sa voix ferme. « Tu sais, Françoise, cette affaire nous dépasse. Ton fils a essayé de tuer, mais il a aussi brisé des familles entières. La nôtre, la tienne. Nous ne retrouverons jamais la paix d'avant. You. » J'ai hoché la tête, ces mots étaient vrais, rien ne serait jamais comme avant. Pourtant, au milieu du chaos, une étrange force me portait. J'étais devenue spectatrice lucide du désastre, presque détachée, comme si j'avais déjà perdu mon fils bien avant cette tentative de meurtre. Comme si ce qui restait n'était qu'une confirmation brutale de ce que je savais au fond de moi depuis longtemps. Le jour de la confrontation officielle à la gendarmerie, je me suis assise face à Pierre. Son regard était froid, mais ses lèvres souriaient encore, ce sourire insolent qu'il utilisait autrefois pour se sortir des pires situations. L'officier lui lut les accusations. Il se tourna vers moi. « Vagne, oui, tu crois vraiment que je t'aurais fait du mal, maman? » You. J'ai planté mes yeux dans les siens. « Je ne crois plus rien, Pierre. J'ai vu. J'ai entendu, j'ai lu ton écriture. Et Robert a failli mourir. » Un silence pesant s'installa. Pour la première fois, son sourire vacilla. Ce fut une fissure. Une brève seconde où j'aperçus non pas l'enfant que j'avais porté, mais l'homme qu'il était devenu, un étranger. Lorsque je sortis du bureau, le vent d'automne gifla mon visage. J'ai respiré profondément. Autour de moi, le monde continuait, indifférent. Les passants marchaient, les cloches de la cathédrale sonnaient l'heure. Et moi, veuve de 65 ans, je savais que j'avais franchi une ligne sans retour. La famille s'effondrait, mais moi, j'étais encore debout, parce que j'avais décidé de ne plus subir. Parce que j'avais transformé ma douleur en une armure. Et dans ce chaos familial, une certitude me guidait. Je n'avais pas seulement survécu à la trahison. J'avais appris à exister sans attendre l'amour de ceux qui m'avaient trahi. Après des semaines d'attente, j'ai enfin quitté Orléans pour la première fois depuis le drame. J'avais besoin d'air, de distance, d'un lieu qui ne me rappelle pas à chaque coin de rue le poids de cette trahison. J'ai choisi de m'installer provisoirement dans un petit appartement à la Baule, face à l'océan. La mer avait toujours été mon refuge, même quand j'étais jeune femme avec des enfants turbulents et un mari débordé. Le bruit des vagues, lui, n'avait jamais menti. Les premiers jours, j'ai redécouvert la simplicité des petites choses. Faire mon marché le matin, échanger quelques mots avec le poissonnier, m'asseoir sur un banc pour regarder les mouettes tournoyer dans le ciel. J'avais 65 ans, et pour la première fois depuis des décennies, je vivais sans l'ombre d'un mari. Sans la pression d'un fils exigeant, sans l'angoisse de ce qu'on attendait de moi. J'ai pris le temps de décorer ce nouvel espace. Quelques photos de mon mari, mais aucune de Pierre. J'ai accroché plutôt un tableau représentant un chemin bordé de pins qui menait vers l'horizon. C'était l'image exacte de ma nouvelle vie.
Avancé seul, mais enfin libre. Robert convalescent m'appelait de temps en temps, sa voix encore fatiguée, mais teintée d'une chaleur sincère. Me réconfortait. « Tu as eu raison de partir un peu, Françoise », me disait Aïl. « Ne laisse pas cette histoire te voler aussi ta santé. » Je sentais dans ces mots non seulement de la gratitude, mais aussi une forme de tendresse qui me rappelait combien certaines âmes peuvent surgir dans nos vies comme des piliers. Inattendu. À la Baule, j'ai également fait de nouvelles rencontres. Une voisine Jeanne, veuve depuis plus longtemps que moi, m'invitait à partager un café sur sa terrasse. Un libraire en ville me conseillait des romans que je n'avais jamais pris le temps de lire. De parfaits inconnus, mais qui par leur simplicité, m'offraient plus de chaleur que mon propre fils depuis des années. Un soir, alors que je marchais sur la plage déserte, j'ai pensé au pardon. Était-il possible de pardonner un enfant qui avait voulu la mort de sa mère? Mon cœur de mère hurlait encore, tiraillé entre l'amour viscéral et la haine glaciale. Mais face à l'océan, je compris que le pardon n'était pas une obligation. C'était un choix. Et ce choix, je pouvais décider de ne pas le faire sans honte. Je ne pardonnais pas, mais je choisissais de vivre. Cette pensée m'a apaisé. J'ai commencé à écrire chaque soir dans un carnet, non plus d'épreuves, mais des souvenirs heureux, des repas de famille où mes filles riaient, des promenades avec mon mari, des voyages modestes mais pleins de complicité. Je voulais graver ces instants lumineux pour qu'ils ne soient pas étouffés par l'ombre de pierre. Au fil des jours, ma respiration s'est faite plus légère. Je découvrais le plaisir de préparer un simple repas, pour moi seul, de lire au lit sans attendre personne, de regarder le soleil se coucher en silence. La solitude n'était plus un poids, elle devenait une alliée. Je savais que le procès viendrait, que je serais appelé à témoigner, que je devrais replonger dans la douleur. Mais en attendant, je construisais un espace de paix. Et cette paix, personne ne pourrait me l'enlever. Un matin, alors que je buvais mon café en regardant l'océan, j'ai souri, non pas par joie débordante, mais par reconnaissance. Malgré tout ce que j'avais perdu, malgré la trahison, malgré la famille éclatée, j'étais encore debout. Et dans mes veines, il coulait une force que je n'avais jamais soupçonnée. Oui, j'avais vieilli, oui, j'étais seul, mais pour la première fois, cette solitude n'était pas une punition. C'était une renaissance, et au fond de moi, j'ai su que la justice, tôt ou tard, suivrait son cours. Mais ma véritable victoire était déjà là. Je n'étais plus la mère trahie, mais la femme libre. Le procès de Pierre s'ouvrit au printemps, dans le tribunal d'Orléans. Je me souviens encore de cette salle solennelle. Des bancs en bois ciré, des regards curieux fixés sur moi, comme si j'étais autant coupable que témoin. Mon fils entra escorté par 2 gendarmes. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, pendaient en mèches désordonnées. Il avait perdu de son arrogance, mais pas de sa froideur. Nos regards se croisèrent. Il détourna le sien presque aussitôt. L'audience fut longue. Les experts expliquèrent la présence du poison, les carnets retrouvés, les recherches Internet. Le médecin légiste parla de la chance qui avait sauvé Robert, de la dose insuffisante pour tuer sur le coup, mais suffisante pour provoquer une hospitalisation grave. Chaque mot était comme une pierre jetée sur ma poitrine. J'écoutais immobile, mais mon cœur se fissurait davantage. Quand vint mon tour de témoigner, je me levai. J'avais entre les mains ce même carnet dans lequel j'avais noté mes soupçons, mes observations, mes découvertes. Ma voix tremblait un peu au début, mais je trouvai bientôt une stabilité inattendue. « Je ne suis pas venu ici pour condamner mon fils, dis-je, mais pour dire la vérité. Une vérité qui a failli coûter la vie à un homme innocent et qui m'a déjà coûté la paix de mon foyer. » Le silence régna dans la salle. Même le juge sembla suspendre son souffle. Pierre ne me regarda pas. Il fixait le sol, les lèvres serrées. Pour la première fois, je crus apercevoir une faille, un regret fugace. Mais il était trop tard. La vérité pesait trop lourd. À la fin du procès, la sentence tomba, 20 à 5 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre.
Le juge parla de préméditation, de trahison familiale, d'absence totale de remords pans. Je restais assise, figée. J'aurais voulu pleurer, mais aucune larme ne venait. J'étais vidée. En sortant du tribunal, les journalistes se pressèrent. On me posa 1000 questions, mais je n'ai rien répondu. À quoi bon? Le mal était fait. Le reste appartenait à la justice et à Dieu. Je repris le train vers la Baule le soir même. Le ciel était teinté d'orange et de rose. Les paysages défilaient à la fenêtre comme des souvenirs qui s'éloignent. J'avais perdu un fils ce jour-là, mais au fond, je savais que je l'avais perdu bien avant. De retour dans mon petit appartement au bord de l'océan, je me suis assise sur la terrasse avec un verre d'eau. Le silence, seulement rompu par le bruit des vagues, était d'une douceur presque irréelle. J'ai pensé à mon mari disparu, à mes filles, à Robert qui continuait sa convalescence. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé. Et là, une vérité m'est apparue limpide. Le silence, ce silence qu'on m'avait souvent reproché, n'était pas une faiblesse. C'était ma justice. J'avais choisi de ne pas hurler, de ne pas me venger par la haine. J'avais choisi la dignité, et c'est ce qui m'avait sauvé. Je me suis levé, j'ai écrit quelques lignes dans mon carnet. Oui, le silence peut aussi être une forme de justice. You. Ces mots, je les laissais comme un message à celles et ceux qui, comme moi, avaient été trahis, humiliés, rejetés. À toutes les femmes âgées qu'on croit faibles, invisibles, effacées. Nous ne sommes pas invisibles. Nous portons en nous des cicatrices, mais aussi une force qu'aucune trahison ne peut briser. Je me suis tourné vers l'horizon. Le vent marin caressait mon visage ridé, mais apaisé. J'avais trouvé ma paix, fragile mais réelle. Une paix bâtie sur la douleur, mais aussi sur la certitude que même seul, je n'étais pas vaincu. Et dans ce soir de printemps, j'ai fermé les yeux, non pas pour oublier, mais pour me souvenir sans haine. Car parfois, la plus grande victoire n'est pas d'avoir fait condamner celui qui nous a trahis, mais d'avoir survécu en gardant la tête haute. Oui, j'étais une mère trahie, mais surtout, j'étais une femme libre.